mon intervention va être seulement partiellement philosophique. Elle va retrouver des points abordés par Milena hier à propos du travail de la CPI en Ouganda. Et donc je vais procéder en 3 temps. D'abord en présentant les grandes caractéristiques de la justice transitionnelle. Ensuite, les problèmes de définition et de délimitation qu'elle pose, et puis quelles sont les voies théoriques possibles pour essayer de l'aborder. Alors, je vais m'appuyer sur 2 textes qui posent bien les questions de problèmes de définition posés par cette justice transitionnelle. Un texte un peu provocateur mais très intéressant de Sandrine Lefranc qui disait que la justice transitionnelle n'est pas un concept, de Noémie, alors je ne sais pas comment se prononce son nom, Turguls, je ne sais pas, qui dit dans la justice transitionnelle un concept discuté, du livre de Marc Oziel qui est un peu une référence, donc juger les crimes de masse. Et puis là je vais aussi reprendre des choses que j'avais déjà publiées, donc un livre qui réunit mes enquêtes de terrain en Bosnie, donc qui s'appelle La justice des gens, un plus spéculatif qui est sorti il y a 2 ans, du pays vide, et puis 2 livres collectifs sur le TPY et l'ex-Yougoslavie, un sur les arrière-plans historiques et culturels, et puis un sur le massacre de Srebrenica. Voilà. Alors, d'abord, la première question, c'est qu'est-ce que c'est que la justice transitionnelle, étant donné la difficulté de définition. C'est apparu le terme en 1988 et ça désigne des procédures de recherche de la vérité et de justice dans des pays qui sortent d'années de dictature et qui cherchent à consolider des démocraties naissantes en faisant la lumière sur les crimes du passé, sur les disparitions de masse et en recourant à des procès ou à d'autres types de commissions. Le terme désigne plus largement la manière dont les pays tentent de fonder des institutions démocratiques à travers leur appréhension d'un passé de violence. Et ça peut être étendu à des pays qui sortent de guerre et pas seulement de dictature. Le principe était de rompre avec la pratique des amnisties qui a pu être pratiquée, par exemple, après la guerre d'Algérie par De Gaulle. Ces justices transitionnelles cumulent donc plusieurs éléments. Il faut sortir d'un contexte de violation massive et généralisée des droits de l'homme. Il y a la mise en place de mesures, de mécanismes tournés vers le traitement de ces violations, une poursuite des responsables ou une réparation pour les victimes. Ça correspond à No Peace Without Justice. Et donc la justice, c'est quelque chose de positif, et la paix aussi est quelque chose de positif, et ça n'est pas le simple arrêt des violences. Et il faut amorcer une transition vers un état de droit démocratique par ces procédures, et donc avoir une visée de réforme des institutions de base de la société, par exemple le système pénal, et une exigence de non-répétition de ces crimes. Et de surcroît, le caractère transitoire des procédures qui permettent d'y parvenir. Donc on a 4 piliers qui sont définis comme le droit à la vérité, le droit à la justice, le droit à la réparation et l'exigence de non-répétition. Alors, il y a donc des slogans, et les slogans qui ont été les plus fréquents, c'était « Facing the past » et « No peace without justice ». Alors, que veut dire faire face au passé ? Le cas paradigmatique qui permet de mieux comprendre, c'est des investigations, des enquêtes sur les crimes, et le cas paradigmatique, c'est la recherche des disparus. 1500 à peu près au 1200 au Chili, 30 000 en Argentine, dans les 25 000 en Bosnie.
Et cette recherche est emblématique parce qu'il s'agit de lutter contre les tentatives de dissimulation physique, de lever le voile du déni symbolique et confronter le passé, c'est vraiment aller retourner la terre dans des exhumations pour révéler ce qui était caché. Il y a des précédents. Si vous connaissez le film de Tavernier, La vie et rien d'autre avec Philippe Noiret, on voit comment quelqu'un consacre sa vie à chercher les disparus. Mais ce sont l'équivalent de missing in action, c'est-à-dire de soldats dont on ne retrouve pas les corps après la guerre. La nouveauté là, c'est qu'il s'agit non pas de soldats, mais de victimes de disparitions forcées, crimes spécifiques, et où il n'y a pas de précédent manifeste, puisque les disparus de la Shoah, il y en a quand même beaucoup qui sont partis en cendres, donc les exhumations, ce n'était pas d'actualité à Nuremberg. Et ça va rester un des points communs de ces commissions, comme par exemple récemment en Colombie. Cette recherche des disparus, elle est caractéristique de 3 tendances de ces justices transitionnelles. Une attention accordée aux victimes et la reconnaissance d'une nouvelle place sociale et politique des familles de disparus, avec les mères de la place de Mai en Argentine ou les femmes de Srebrenica en Bosnie, qui sont connues pour leurs protestations régulières. Il y a ensuite une orientation scientifique et troisièmement, un transfert international des expertises. J'essaye de faire bref. Classiquement, pour retrouver des disparus, la Croix-Rouge, le CICR, avait des méthodes relativement artisanales. On faisait des photos, on montrait des livres de disparus et on demandait aux personnes d'identifier les vêtements des morts. Là, se sont mis en place tout un ensemble de spécialités, médecins légistes, archéologues des charniers et multiplication des analyses ADN, qui a été diffusée à grande échelle en Bosnie grâce au ICMP, International Commission for Missing Persons, qui a permis de faire entrer la recherche des disparus dans des processus d'identification et parfois même de reconstitution des corps. Et qui va faire ensuite des émules, puisque c'est beaucoup plus tard que le père Desbois, par exemple, à partir des années 2000, va commencer la recherche des morts pour la Shoah par balle. Le deuxième slogan qui est proche, c'est « No peace without justice », qui désigne souvent, mais pas toujours, la justice pénale. Il y a une volonté de juger les crimes et on renvoie là à la justice pénale, que ce soit le jugement des généraux de la junte argentine, le TPI grec, tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, ou bien pour le Rwanda, et ensuite la CPI. Le slogan est corrélatif d'un autre, lutte contre l'impunité, qui est le livre d'un célèbre livre de Louis Joannet, Lutter contre l'impunité, et on va se rendre compte que le livre de Joannet présente des buts qui sont ceux de la justice transitionnelle. Donc, premièrement, rétablissement de la vérité avec lutte contre le négationnisme et les tentatives de dissimulation, enquête et investigation comme ça a pu être le cas à Nuremberg, et évidemment, plus on enquête pour les tribunaux, plus on trouve des disparus, qui sont les cadavres. Et on a une alliance à ce moment-là, souvent, entre les associations de familles de disparus et les enquêteurs, puisque les familles aident les enquêteurs à trouver des pistes et des témoins, et inversement, les enquêteurs aident à retrouver les corps. C'est là qu'on va avoir un tournant scientifique encore plus marqué, puisque, alors on peut dire, pour autant que les historiens sont des scientifiques, je ne vais pas ouvrir le débat, mais il y a un vrai travail des historiens à Nuremberg et à partir de Nuremberg. Mais là, on a un nouveau tournant qui est celui de la forensic science, c'est-à-dire de toutes les sciences policières.
qui vont devenir une spécialité à part entière dans la justice pénale internationale. De nouveau, les médecins légistes très actifs dans les procès pour Srebrenica, parce qu'ils deviennent les porte-parole des morts et qui racontent la partie du récit que personne n'a pu connaître. Archéologues des charniers, analyse ADN, expertise balistique, imagerie satellite et la panoplie entière de ce qu'on connaît par les séries policières va être utilisée pour la justice pénale internationale. Ça, c'est très bien montré dans un article de Jean-René Ruez, qui était le commissaire en charge des enquêtes, dans le recueil dont j'ai parlé sur les enquêtes sur Srebrenica. Ensuite, il y a évidemment la sanction juridique des criminels qu'on recherche pour écarter du pouvoir les responsables et pouvoir reconstruire l'État sur des bases démocratiques, avec l'idée aussi que dans une fonction classique de la peine, eh bien, la peine est là pour prévenir la récidive, prévenir la vengeance, d'où contribuer à une paix durable. On a donc une convergence des luttes, si on peut dire, entre lutte contre l'impunité et justice transitionnelle. Et on va se retrouver avec des fins absolument grandioses données à la justice pénale internationale. Je cite, je ne fais que citer, alors je mélange un petit peu des textes de l'ONU, des textes du TPY et puis parfois des commentaires faits par des représentants politiques ou des représentants du TPI. Donc, le TPY doit conduire à la restauration et au maintien de la paix, mais également contribuer à la réconciliation nationale. Il doit faire cesser les violations du droit humanitaire et en réparer effectivement les effets. Il doit conduire les criminels de guerre en justice et s'opposer à la vengeance. Apporter la paix aux victimes, établir un compte-rendu historique exact, combattre le déni et le négationnisme. Il doit également individualiser la responsabilité pour empêcher le blâme de groupes entiers qui ne doivent pas être tenus comme collectivement responsables. Et en évitant le blâme collectif, on pourra contribuer à justement empêcher la répétition. Pour Madeleine Albright, il s'agissait aussi d'adoucir l'amertume des familles de victimes, d'écarter les obstacles à la coopération des parties, d'établir un modèle de résolution des différences ethniques par la force du droit et non par le droit de la force. Cette justice devait aussi servir de levier pour l'instauration d'un état de droit respectueux des droits de l'homme, favoriser la démocratisation, apporter des valeurs libérales de respect des droits individuels par le modèle du procès équitable qui respecte les droits de la défense et sa fonction pédagogique. Bon, il y a un auteur qui a dit que ce genre de considération était symptomatique d'un réenchantement du droit et que le TPY était supposé amener the Messiah by the law, le Messie par la loi. Donc, évidemment, il est assez difficile pour une seule institution pénale qui juge quelques personnes de réaliser tous ces buts, mais le problème c'est que ça a des effets que je décrirai tout à l'heure. Alors, on peut déjà se faire une première objection, c'est qu'il y a des après-guerres, des après-violences qui cochent les deux critères que j'ai donnés, c'est-à-dire facing the past et punir les coupables. Donc, no peace without justice. Et où il y avait aussi des visées de réconciliation de la société, mais qui ne correspondent pas aux critères de la justice transitionnelle. On peut parler de l'épuration dans l'après-guerre en France, et éventuellement en ex-Yougoslavie, où il y a aussi eu des procès. Voilà. Alors, pourquoi ce n'est pas de la justice transitionnelle ? Alors, si on prend le procès Laval et le procès de Mihailovic, c'est compliqué d'y voir des modèles de respect des droits de la défense. Donc là, il ne remplit pas les critères.
Et par ailleurs, si on prend la Yougoslavie, ben, ça ne parvient pas à établir une démocratie et un état de droit libéral. Donc, qu'est-ce qu'il faut de plus pour passer du procès à cette pédagogie libérale? Eh bien, c'est là que Marc Oziel parle des liberal show trials, donc des procès-spectacles libéraux qui mettent en scène les valeurs libérales à la fois de respect des droits de la défense, d'individualisation, mais aussi d'échanges argumentés et donc de délibération dans le dissensus, et qui vont donc être un modèle à la fois donc de respect des droits, mais aussi de délibération et de discussion argumentée. Mais ça suppose surtout que les procès soient vus comme dans une vision finaliste et téléologique. C'est-à-dire, ce n'est pas des procès pour juger, c'est des procès avec une visée transformatrice. Et c'est un peu le propre de la justice transitionnelle, c'est que l'ensemble des institutions et des mesures présentées sont censées faire bien plus que leur fonction habituelle. Elles sont censées s'inscrire dans un processus cohérent, tourné dans sa globalité vers la réalisation des objectifs affichés. Il doit donc contribuer à des finalités plus larges, liées au fondement de l'État et dans le sens de la transition. Et c'est là ce qui va distinguer la justice transitionnelle d'autres formes de justice, c'est que plutôt que, comme le dit Turgul, plutôt que de se situer dans la fonction sociale ordinaire du droit comme source de stabilité, d'ordre ou de châtiment, on est dans un mécanisme de transformation qui est censé avoir un effet beaucoup plus global sur la société. Alors, c'est cette visée transformatrice qui va aussi se heurter, c'est ce qui est très bien expliqué par Sandrine Lefranc dans l'article que j'ai indiqué, à, dans la plupart de ces sociétés, l'indisponibilité du droit. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est que le cours normal de la justice est incapable de traiter des cas en question. Parce que les crimes ne sont pas punissables sans rétroactivité, comme le crime de disparition forcée qui n'existait pas dans les années 80. Les responsables sont toujours au pouvoir et dans les administrations. La transition vers la paix a été possible par des accords avec les factions politiques qui ont elles-mêmes mis des dispositifs empêchant de les poursuivre. Et puis même si on pouvait, il n'y a pas assez de personnes non compromises ou formées pour pouvoir juger les responsables. Et donc on a un état du système judiciaire qui est soit délabré, soit décrédibilisé, et des outils juridiques et judiciaires nationaux insuffisants. C'est ce qui va amener, et là c'est manifeste dans le cas de l'Afrique du Sud, c'est les Blancs qui avaient les compétences et les juristes noirs, il n'y en avait pas des palanquis. Donc comment faire la transition? Et à ce moment-là, on fait appel à des organismes spécifiquement transitoires et spécialisés dans la transition, que ce soit des tribunaux ad hoc, qui peuvent être internationaux ou hybrides, et des dispositifs non judiciaires comme les commissions vérité ou bien les commissions vérité et réconciliation. Alors, les premières commissions, il y en a eu en Argentine, au Chili, mais sinon, la plus connue, c'est celle d'Afrique du Sud, qui visait à regarder, investiguer les crimes de l'apartheid, mais aussi des mouvements de libération nationale,
depuis les années 60. 30 000 personnes ont été entendues, 22 000 victimes, 7 000 responsables. Et il y avait un principe d'échange d'amnistie contre une confession publique. L'amnistie était individuelle, ni générale, ni automatique, consentie contre l'aveu public des crimes effectués, pas nécessairement le remords qui était facultatif. Alors, dans un pays assez religieux, ça s'appuyait sur des principes chrétiens de confession et d'éventuel pardon. Ça remplaçait le verdict judiciaire et on proposait un récit historique permettant éventuellement de retrouver les morts et les disparus et permettant aux victimes de faire leur deuil. Surtout, il faut le dire, c'était un coup de génie politique. C'est-à-dire que s'il y avait eu des poursuites pénales, les Blancs seraient partis, comme ça s'était passé ailleurs. Ils avaient tout le capital économique, tout le capital culturel et scientifique. Et donc l'Afrique du Sud se retrouvait décapitée de ses élites. Il fallait donc le temps que des élites noires puissent se former. Il fallait donc que les Blancs restent suffisamment longtemps pour cela. Et donc le coup de génie, ça a été de faire cette commission pour à la fois que quelque chose soit pris en compte du passé, mais en même temps dans un grand pragmatisme politique pour éviter la guerre civile. Et ils ont quand même aussi réussi. Alors, on va retrouver dans ces commissions les piliers de la justice transitionnelle, droit à la vérité, droit à la justice, donc sous la forme d'indemnisation, donc droit à la réparation, exigence de non-répétition. Mais il y a une nouveauté, c'est que le droit à la vérité change quand même de sens. Ça n'est plus la vérité judiciaire qui est établie par des preuves scientifiques et un interrogatoire et contre-interrogatoire, mais c'est une vérité qui peut être plus subjective, provenant d'une reconnaissance par les responsables, qui relève d'un face-à-face intersubjectif entre tortionnaire et victime, et d'une conception morale ou religieuse de la vérité comme confession, pouvant appeler le remords et éventuellement le pardon. Donc, ça a favorisé aussi une conception subjective de la réconciliation, affective de la réconciliation, donc comme un processus subjectif, intersubjectif et affectif. Et puis on a un petit changement du sens de la justice qui n'est plus pénale, mais réparatrice, corrective ou restauratrice. Alors le problème, c'est que avec tout ça, on a quand même un gros flou conceptuel, puisqu'on a une large palette, donc tout ce qu'on a dit, et puis il peut y avoir donc la réforme des institutions, l'illustration, et il n'y a pas non plus de définition unanimement reconnue de la justice transitionnelle. Alors, je vous en cite une qui est souvent considérée comme caractéristique et judicieuse. La justice transitionnelle se réfère à la vue d'une justice associée à des périodes de changement politique telles que reflétées dans la phénoménologie de réponse d'abord légale qui traite des méfaits de régimes répressifs antérieurs. Alors, si vous comprenez ce que ça veut dire, je vais tourner parce que je trouve qu'elle est d'un flou parfait. La phénoménologie d'abord légale, je ne sais pas ce que ça veut dire, et en plus c'est faux, parce que la plupart de ces commissions vérité et réconciliation n'étaient pas légales, elles n'étaient pas juridiques, elles n'étaient pas judiciaires. Donc, c'est quand même l'art de faire semblant de dire quelque chose. Et si on regarde la définition du secrétaire général des Nations Unies en 2004 dans un rapport sur le rétablissement de l'état de droit et l'administration de la justice, que j'ai pas mis in extenso, on vous dit que c'est l'éventail complet des différents processus qui peuvent être judiciaires ou pas judiciaires et qui peuvent être ceci, ceci, cela, ceci et cela. Bon. Alors, donc on a quand même un côté très étendu, qui fait aussi que le mode de définition et les effets de cette justice
sont essentiellement construits à partir de paradigmes censés prouver l'efficacité de cette justice. Alors, quels sont ces paradigmes? Nuremberg, alors le TMI, pardon, de Nuremberg, je suis à bonne école, qui est censé avoir établi la vérité, lutté contre le négationnisme, contribuer à l'écriture de l'histoire, contribuer à l'établissement de l'état de droit et de la démocratie en Allemagne, le procès de Eichmann à Jérusalem, qui est censé avoir contribué et qui a contribué à la reconnaissance nationale et internationale des victimes juives et à la cohésion de la société israélienne. Et puis la commission Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud pour sa capacité à éviter le chaos, la guerre civile et à avoir produit une forme de réconciliation nationale. Donc on a des paradigmes mis en avant qui sont extrapolés et dont on décrète que c'est comme ça que ça marche, mais souvent sans aller vérifier que c'est bien le cas. Et en plus de ça, on a donc le disparate des actions et un contextualisme qui fait que la justice transitionnelle hésite entre deux écueils. Soit c'est un ensemble de kits un peu tout fait où on arrive avec des modèles de commission vérité et réconciliation qu'on va exporter à l'étranger, soit on s'adapte aux circonstances, mais il s'adapte aux circonstances avec tellement de l'habilité que ça finit par se noyer complètement et perdre toute spécificité, puisque finalement on a des commissions vérité et réconciliation qui n'amènent pas à la démocratie, qui même sont faits avec des partis nationalistes et qui parfois, il y a des processus qui servent gentiment à se débarrasser des opposants politiques. Donc, dans cet extrême flou, il y a un risque de pas simplement perdre son âme, mais perdre aussi toute définition assignable. Et c'est ce qui va amener, dans l'article que j'ai cité, Sandrine Lefranc, à dire que la justice transitionnelle n'est pas un concept. Elle dit que ce n'est ni un concept, ni un ensemble de bonnes pratiques, ni une bonne politique. Ça n'est pas une grille d'analyse permettant d'analyser les phénomènes sociaux. Elle agrège des outils variés et contradictoires comme le pardon, l'amnistie et la sanction pénale, et elle le fait aussi sur des temporalités parfois si longues qu'on ne sait plus qu'est-ce que c'est qui est de l'ordre de la justice transitionnelle. Par exemple, l'Espagne qui déterre des morts maintenant. Bon, je veux bien que ce soit la justice transitionnelle, mais il faut quand même vraiment tirer par les cheveux, quoi. Donc c'est moi qui traduis. Il n'y a ni concept qu'on puisse déduire, ni qu'on puisse induire, ni déductif, ni inductif. On fait semblant de rationaliser a priori, à partir de contextes politiques disparates, mais pour en fait des fins qu'elle voit comme sociologiques, c'est-à-dire légitimer une coalition d'acteurs sociaux disparates. Donc, alors, il y a les promoteurs de la justice réparatrice et les opposants ou ceux qui cherchent des alternatives au pénal, notamment venant du Canada ou des États-Unis, les promoteurs de la justice pénale internationale, les organisations internationales de défense des droits de l'homme, des travailleurs sociaux, des bureaucraties internationales, des milieux universitaires qui finalement cherchent aussi à se créer un marché pour avoir des opportunités de carrière. Alors, j'ai envie de dire, Sandrine a parfaitement raison. Simplement, en tant que telles, ces critiques ne sont pas suffisantes pour dire que ce n'est pas un concept. Parce que toute idée politique, toute théorie politique a ses contradictions. Il peut y avoir des expressions complètement différentes du socialisme et du libéralisme ou du républicanisme. Et
tout mouvement social, toute idée peut être soutenue par des acteurs sociaux disparates, et c'est même comme ça qu'on fait de la politique. Et on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure de Walzer, c'est-à-dire qu'il y a la compréhension fine, enfin pas fine, c'est quasi superficielle. Thin, c'est très mince, où on arrive à s'agréger parce qu'on s'entend tous sur justice, mais dès qu'on gratte un peu, on n'est pas du tout d'accord. Mais c'est, pour le coup, c'est banal. En revanche, quand même, Sandrine Lefranc pointe quelque chose qui est assez juste, c'est que y a les contradictions réelles, donc amnistie, jugement pénal, mais il y a quand même vraiment beaucoup de tensions très très compliquées. Alors, Garapon en avait dans des crimes qu'on ne peut ni juger ni pardonner, en avait pointé un certain nombre. Donc, par exemple, attendre l'ouverture de débats démocratiques de jugements pénaux, c'est compliqué puisqu'on n'est pas censé commenter une décision de justice. Il y a aussi, moi ce que j'ai pu constater, c'est que tout le mouvement de lutte contre l'impunité et de défense des droits de l'homme a créé beaucoup de frustration, parce que quand les victimes se sont rendues compte que dans un procès, c'est qui les droits de l'homme qu'on défend? C'est pas eux, c'est pas elles, c'est les droits de l'homme de l'accusé. Et donc, parfois, ils ont mis quand même beaucoup de temps à se rendre compte que, en défendant le droit pénal pour défendre les victimes, ce n'était pas exactement la voie la plus directe. Et puis aussi, ça a mené à des oppositions, pour le coup, apparentes. Donc, il y a eu des ribambelles de discussions, ça n'en finissait pas, sur les concepts de vérité et de justice, pour savoir si la vérité et la justice étaient opposées, et si l'une était avant l'autre ou pas. Alors, ça se prétendait des discussions conceptuelles, alors que la seule question qu'il y avait derrière ça, c'est est-ce que pragmatiquement, il vaut mieux mettre une commission vérité ou bien il vaut mieux mettre une justice pénale. Et donc, il y a eu des oppositions complètement factices qui n'avaient pas de sens. Alors, mais le problème, c'est que tous ces discours-là, ils ont des effets. Et les effets, c'est qu'on fait croire aux victimes et aux populations concernées qu'on va apporter tout ça, et ça amène des frustrations qu'on peut facilement constater sur le terrain, puisque face à l'ampleur des violences et des changements espérés, eh bien, cette justice ne peut remplir qu'une petite partie de ses promesses. Donc, et pour le TPY, qui a, d'après moi, globalement fait bien son travail en matière d'établissement des faits et même de jugement d'un nombre relativement, enfin, pas si minuscule de coupables, parce qu'il y a plus d'une centaine, voyez que c'est quand même, on est très loin de l'idée de lutte contre l'impunité, parce que ça fait quand même beaucoup de gens qui restent dans la nature. Oui. Alors, j'en viens donc à mon dernier point. Par rapport à ça, quelles sont les voies théoriques possibles? Le premier point, c'est que, et là ça va dans le sens de Sandrine, c'est qu'il y a des fondements très faibles au point de vue philosophique pour la justice transitionnelle. J'avoue que je n'ai pas vraiment trouvé. Alors il y a des philosophes qui en parlent un petit peu, quelques mots de Derrida ou de Ricoeur sur le pardon et la commission vérité-réconciliation, qui ne sont pas les plus percutants. Il y a un bouquin de Jon Elster qui s'appelle Closing the Books, qui est, mais alors, totalement décevant. Finalement, le texte le plus intéressant, à mon sens, ça serait le texte de Marc Oziel sur juger les crimes de masse, où il s'inspire de Durkheim sur le droit pénal, en soulignant que Raúl Alfonsín en Argentine avait pour livre de chevet le texte de Durkheim et les mémoires de Ben Gurion sur le procès Eichmann. Le problème, c'est que ça ne vaut pas pour les sociétés divisées. Et il y avait peu de divisions en Israël sur la question de la Shoah. Donc, c'est peu adapté à des sociétés divisées. Donc, Marc Oziel dit
il faut penser un dissensus délibératif, mais qui suppose que la vie politique serait bipartisane comme aux États-Unis, ce qui est quand même très limitatif, et qui se révèle plutôt contre-productif dans des pays vraiment divisés, parce que on va avoir la vérité serbe nationaliste serbe sur la justice pénale internationale et le côté bosniaque, ça ne sera pas les mêmes. Alors, deuxième voie possible, donc les voies existantes, moi j'avoue que je n'ai pas vraiment trouvé. Deuxième voie possible, on pourrait considérer que c'est une suite de la paix par le droit. Fort heureusement, je vais pouvoir être rapide puisque mes collègues ont déjà expliqué de quoi il s'agissait. Je me réfère d'abord à Kant, la constitution républicaine en interne, le droit international en externe. Là, il s'agit plutôt finalement de la constitution républicaine puisqu'il s'agit essentiellement de paix civile interne. Mais comme il est question d'établir l'état de droit et les droits de l'homme, là on se dit, ouais, on n'a peut-être pas besoin d'une théorie super sophistiquée de la justice transitionnelle et dire avec Rawls que la justice est la première vertu des institutions, ça suffit finalement. Et voilà, donc on pourrait se dire, le contractualisme classique, le républicanisme classique font l'affaire. Simplement, le problème, c'est qu'on peut très bien être contractualiste, libéral, sans jamais se confronter au passé. Et c'est là qu'on peut prendre le cas de l'Espagne, qui coche toutes les cases de la paix par le droit. Droit de l'homme, état de droit, passage dans l'Europe, tout. Est-ce qu'ils ont suivi un processus de justice transitionnelle? Rien. Ils n'ont, mais absolument rien. Donc il n'y a pas eu de commission vérité-réconciliation, pas de procès. Alors maintenant, mais enfin, 50 ans ou 60 ans après, on commence à exhumer. Donc avec le cas de l'Espagne, on voit clairement comment on peut très bien satisfaire tous les critères de la théorie de la paix par le droit sans du tout passer par les critères de la justice transitionnelle. Donc là, on voit que la spécificité quand même de ces justices transitionnelles, c'est l'exigence de vérité. Et il y a donc un concept qui va être central par rapport à la notion de paix habituelle, qu'elle soit civile ou internationale, c'est l'idée qu'il faut établir une forme de vérité sur le passé. Alors, si on veut prendre une voie spéculative, c'est-à-dire si on veut essayer d'avoir une version du contractualisme qui oblige à regarder le passé, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre du pays vide, où j'imagine que sous voile d'ignorance, les personnes donc, ne savent rien comme chez Rawls, mais qu'en plus de ça, elles ne savent pas où elles sont. Donc elles peuvent être à l'extérieur de leurs frontières et ça veut dire que être chez soi relève du retour. Et donc la situation de retour oblige à confronter, à ne pas voir le pays comme déjà donné, mais oblige à se confronter à du déjà là et à quelque chose par rapport auquel on a déjà pris une forme d'extériorité. Bon, je passe rapidement parce que c'est pas forcément la voie la plus pertinente aujourd'hui. Il y a aussi une voie empirique que j'ai suivie donc en travaillant, en faisant des enquêtes de terrain en Bosnie. Et là, il faut comparer les justices transitionnelles avec les sorties de guerre. Les sorties de guerre se différencient des justices transitionnelles parce que donc c'est plutôt des historiens qui travaillent là-dessus, qui travaillent sur toutes les sorties de guerre, mais qui peuvent avoir transitionné vers le fascisme ou le communisme. Donc on ne présuppose pas qu'on va vers la démocratie. Mais néanmoins, il y a des convergences. On regarde des processus dynamiques et on regarde beaucoup de processus communs. Le retour chez soi, l'enterrement des morts, les enquêtes d'après-guerre, les bilans de guerre, la mémoire de guerre, la place des victimes, la place des femmes des violences sexuelles, les condamnations pour crimes de guerre, voilà. Et ce que montrent les historiens, c'est qu'il y a eu beaucoup de tout ça en Russie, en Union soviétique et dans des tas de pays qui ne sont pas libéraux.
Alors là, on se dit, et qui correspondent assez bien à Facing the Past and Peace, No Peace Without Justice. Donc peut-être que tout ça, c'est pas si nouveau. Et donc, je vais essayer de faire vite, mais on peut, de ce fait-là, avoir un petit test pour voir si on a vraiment, avec la justice internationale, une avancée de l'individualisme libéral. Alors, je vais faire très vite. Il y a plusieurs aspects dans la justice transitionnelle et notamment pénale qu'elle met en avant. Donc, il y a l'idée qu'il y a une nouvelle place pour l'individu, notamment dans la recherche des disparus, l'individualisation dans la mort, présentée par certains historiens comme le propre des démocraties, et opposé au nationalisme, que les ONG, les associations de la société civile seraient la preuve d'une vitalité précisément de la société civile et d'une vitalité démocratique naissante, l'individualisation de la responsabilité qui serait une grande avancée parce que ça permet d'éviter de stigmatiser des groupes entiers. Et voilà. Simplement, il se trouve que quand on l'a montré avec des collègues dans Peine de guerre et puis dans l'individualité dans la mort peut être parfaitement l'objet de réappropriation nationaliste, que les ONG, on se félicite souvent de voir ce qu'elles font, mais c'était déjà ce que faisaient les associations ou les syndicats sous le titisme. Et quant à l'individualisation de la responsabilité, là je renvoie à un travail que j'ai fait sur le procès Plavšič. Alors Plavšič était la première ministre de la Republika Srpska qui a été jugée au tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, qui est la première à avoir plaidé coupable. Et ça a été présenté comme une apothéose de la justice internationale dans la reconnaissance de ses torts. Alors, elle a reconnu il y avait tout un thème de « je me dévoue pour pas que mon peuple soit condamné, lui qui est si pur et innocent ». Et le problème, c'est que le texte, il était à double entente. Pour les juges internationaux qui y ont vu que du feu, c'était un texte d'individualisation de la responsabilité. Et pour l'audience serbe, ça reprenait tous les thèmes du prince Lazare à la bataille du Kosovo, qui se sacrifie pour son peuple, la victime expiatoire, et là-dessus, le registre de la femme martyre qui se sacrifie pour son peuple. Donc il y avait la totale, tous les mythes nationalistes et patriarcaux. Donc, on se rend compte que, en fait, ces thématiques-là sont parfaitement solubles dans une interprétation nationaliste ou socialiste. Alors, je vais faire vite, mais il y a deux points à avoir à l'esprit. C'est que l'individualisation de la responsabilité, c'est un noble mensonge de dire que ça s'oppose aux stigmatisations collectives, parce qu'il y a des tas d'incriminations qui montrent que quand vous avez condamné une personne, avec l'entreprise criminelle commune, ça vous offre un groupe. Deuxièmement, ça ne s'oppose pas à la stigmatisation du groupe, ça s'oppose aux réparations étatiques. Et que, en fait, ce qu'on essaye d'éviter, c'est de ne pas répéter les réparations de Versailles, parce qu'il se trouve que ça n'a pas été l'idée du siècle, et qu'on peut peut-être trouver d'autres manières de traiter les après-guerres. Et il se trouve qu'il y avait une plainte de la Bosnie contre la Serbie, et qu'ils essayaient tous de ramener, quand ils n'avaient pas le choix, de ramener seulement à eux, pour que ça ne retombe pas sur l'État de Serbie, et que ça ne puisse pas servir à condamner l'État. Et puis, d'où vient cet aveuglement ? Ben parce que pour une part, c'est ce que j'appellerais ce que j'ai appelé le mythe du mauvais ou du bon sauvage.
On a des juristes internationalistes qui sont en train d'amener les Lumières à des barbares. Et on a des anthropologues qui, au contraire, sont tout fiers de montrer que le yougoslave natif est vierge du droit international libéral. Mais en fait, on se dit, mais où est-ce qu'ils vivent? Ils ignorent totalement, ils ne prennent pas vraiment en compte l'héritage historique de droit international de la Yougoslavie de Tito, qui avait ratifié la Convention contre le génocide, les conventions de Genève, la Convention sur les réfugiés, qui avait dans son code pénal le jugement des viols de guerre. Et donc, il y avait tout un arsenal qui était déjà là. Et donc, ça facilite d'autant plus la réacclimatation de la justice pénale internationale ou de la justice transitionnelle à un héritage qui leur était propre. Et donc, c'est comme ce que j'appelle le solipsisme politique, croire qu'il y a des pays qui vivent dans une bulle où il n'y aurait pas de droit international. Donc, pour finir, je dirais que... 30 secondes. Que donc, on a... Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une paix qui se veut positive, qui est finalisée, mais... avec la justice transitionnelle, et que par rapport à cela, on voit aussi comment le concept de paix peut être plus classique en droit international, est aussi plus pluraliste, et qu'il est compatible avec un pluralisme socialiste, libéral, ce qui est assez normal en droit international, mais ce qui peut aussi expliquer qu'il y ait des appropriations pluralistes d'un sens de la justice internationale, voire d'un sens de la justice transitionnelle, parce que finalement, les gens, ils en font ce qu'ils veulent.